étude de McKinsey qui disait que le private equity était l'investissement early stage, la meilleure classe d'actifs des 10 dernières années, avec je crois 23% par an. Nous, ce qu'on vise, c'est un TRI qui est supérieur à 20%. Et donc, sur 5 ans, il faudrait qu'on fasse un multiple autour de 2,5. On compare souvent notre métier à celui de l'immobilier avec Anthony parce qu'on dit les meilleurs deals en immobilier, c'est très très rare qu'ils soient sur Se Loger, donc c'est très très rare qu'ils soient sur Le Bon Coin. Un vrai bon deal immobilier, c'est ton copain agent immobilier qui lui a pris le deal avant même qu'il tombe sur Se Loger. Parce que le moment où il décide de le mettre en ligne sur Se Loger, c'est qu'il sait que lui ça l'intéresse pas et il sait que ça n'intéressera aucun de ses amis, aucun de ses proches et aucun de ses clients spécifiques. Donc, il le met en ligne. Et sur les startups, c'est exactement pareil. Et après, moi, je fais partie des dirigeants et des managers qui disent qu'on apprend en marchant, en fait. Et que oui, il va tomber, oui, il va se prendre des bananes, mais comme nous tous, en tant qu'investisseurs, super éduqués. Enfin, tu vois, j'ai investi dans 15 boîtes, ce serait super prétentieux de te dire, bah moi, je connais le métier, il n'y en a aucune qui est morte. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le private equity est en pole position des nouveaux supports d'investissement qui ont le vent en poupe en ce moment. Tout investisseur qui se respecte semble dans l'obligation d'avoir des positions sur cette classe d'actifs, surtout depuis l'émergence de plateformes participatives sur lesquelles on peut investir des 1000 euros. Parmi ces plateformes, Blast Club est celle qui a fait le plus parler d'elle, de par la personnalité forte d'Anthony Bourbon, son ambassadeur, et d'un marketing très bien huilé. Elle suscite beaucoup de réactions et des critiques aussi que je trouvais intéressant de pouvoir adresser aujourd'hui avec Samuel Guez, cofondateur et DG du club. Car si Anthony Bourbon est le moteur et le visage au cœur du système, on l'avait déjà reçu d'ailleurs l'année dernière pour le lancement du club sur l'épisode 105, Samuel est lui le mécano, celui qui met les mains dans le cambouis et qui suit les opérations au quotidien. Au cours de notre conversation, on évoque le fonctionnement de Blast, du process de sélection des membres à la structure de frais pratiquée, l'évolution du secteur aussi et la place du private equity dans un portefeuille. Et puis on adresse en détour certaines des critiques les plus récurrentes à l'égard de Blast. Est-elle une plateforme de délestage pour des deals de seconde zone? Comment assurer un deal flow suffisant et de qualité? Comment gérer le gap qu'il existe entre les connaissances financières limitées des épargnants et des supports d'investissement sophistiqués et complexes? Quel niveau de formation et d'interaction reçoit-on vraiment quand on entre dans le club? Et quelles sont les nouveautés à venir pour les membres? Un épisode en collaboration avec Blast Club qui te donnera les informations qui te manquent si tu souhaites te lancer toi-même ou bien mieux comprendre le fonctionnement de ces plateformes de private equity depuis l'intérieur. Avant de démarrer, j'adresse un mot de remerciement au soutien du podcast qui, par leurs commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, nous aident à référencer ce podcast toujours plus haut dans les classements. Très instructif, c'est le commentaire de Camilla sur Spotify cette semaine. Merci à toi Camilla pour ton commentaire, ça fait plaisir. Allez, sur ce, on plonge dans le cœur de Blast Club avec Samuel. C'est parti. Salut Samuel, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de me recevoir. Merci à toi. On a un programme aujourd'hui, on va parler private equity, parler de Blast. On va essayer de comprendre un peu, l'idée c'était de comprendre un peu ce qu'il y a sous le capot, parce que tu es l'homme opérationnel aux manettes, donc je suis impatient de démarrer un peu là-dessus, mais peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter qui tu es, ton parcours, etc. Bien sûr, donc moi je suis Samuel, j'ai 36 ans, j'ai une formation en finance à Dauphine à la base, c'est vraiment ma passion, les marchés financiers, de l'analyse fondamentale. J'ai été dans un fonds pendant 1 an seulement en tant qu'analyste, puis après un peu par hasard je suis devenu entrepreneur. J'ai été dans la bougie parfumée. J'ai fait 3 aventures dans la bougie parfumée. Je suis pas fan du tout de bougie parfumée, mais je suis rentré dedans par hasard. Et puis, je pense que dans le business, pour gagner, il faut avoir un edge. Et il se trouve que c'était un marché assez vieillissant, avec soit des passionnés de parfum, soit des vieux industriels. Et j'y apportais un regard neuf, un peu digitalisé. Et ce qui nous a permis de bien nous en sortir là-dessus, puisque sur mes 3 boîtes successives, la dernière a bien marché. On était les plus gros vendeurs de bougies en France pendant quelques années. J'ai eu avec moi jusqu'à 50 personnes, j'ai fait 10 millions de CA en 3 ans sans levée de fonds. Et puis ensuite, j'ai fait une levée de 10 millions d'euros. À cette occasion, j'ai fait du cash out et j'ai commencé à investir en start-up. C'est comme ça que je suis devenu business angel. J'ai investi dans une 15aine de boîtes. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Anthony, mon cofondateur, Anthony Bourbon, qui a investi dans ma dernière boîte. Et ensuite, on a décidé de créer le Blast Club ensemble, raison pour laquelle je suis ici avec toi aujourd'hui. Super.
Écoute, la question un peu de base, un peu évidente, c'est... t'expliquais que tu t'aimais bien les business sur lesquels tu avais un edge, c'est pour ça que tu allais dans la bougie. C'est quand même... Tu as passé 10 années finalement sur ce secteur-là, j'ai l'impression. Ouais, quasiment 10 ans sur la bougie. Après, je suis pas un mec qui est de l'affect produit. J'ai cofondé cette ancienne boîte avec ma compagne, qui est aujourd'hui ma femme, et qui était la directrice artistique, directrice de création, qui a beaucoup plus la sensibilité produit, esthétique que moi. Moi, très honnêtement, que je vende des bougies, des chaussettes ou des boulons, c'est à peu près pareil pour moi. Ce qui m'importe et ce que j'essaye de faire, c'est de faire un business qui est bien processé, bien ficelé, avec une belle top line, une belle croissance, et puis surtout une belle bottom line, parce que je suis convaincu que c'est la finalité d'un business en soi, c'est qu'il soit rentable. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait à travers des bougies, mais ça aurait pu être autre chose. Ouais, non, mais c'est aussi pour ça que quand tu investis après en Business Angel, c'est dans des secteurs aussi très différents. Mais ça aller-retour en fait finance fondamentale dans un fonds, analyse financière. Ensuite, vraiment plus le côté entrepreneurial dans un business solide, enfin, même si c'est la partie digitale qui t'amène, et ensuite retour vers la finance. En fait, ton lien avec la finance, finalement, c'est quoi en fait qui t'intéresse et qui... Mon lien avec la finance, on va dire, même quand j'avais une DNVB, donc de bougies, d'abord on a fait beaucoup de digital, on a été très fort sur Instagram, on est monté je crois à 600 000 abonnés sur Insta, on a fait beaucoup d'influence, et puis après pour suivre la croissance, on a ouvert une dizaine de boutiques en France, donc j'ai fait beaucoup de online, ensuite j'ai fait beaucoup de retail, ensuite j'ai fait beaucoup de wholesale, et la finance dans tout ça, c'est peut-être les basiques de la comptabilité ou de la finance, mais c'était très très utile pour comprendre les niveaux de marge qui étaient nécessaires en online pour être capable de poursuivre la croissance sur du wholesale. C'était très important de comprendre aussi les economics d'un métier de retail où on peut facilement se faire avoir en disant bah tiens, génère tant d'EBITDA sur telle boutique, mais si on n'a pas le raisonnement de se dire oui, mais tu as mis 400 000 euros d'investissement initiaux que tu vas retrouver en fait sous l'EBITDA, bah ça faut le penser, faut le savoir, donc faut retraiter un peu tous tes economics pour vraiment comprendre ce que tu fais. Et en ça, la finance m'a beaucoup servi. Et même d'ailleurs, je peux te raconter une petite anecdote sur le lien entre finance et influence. Quand je vendais justement je faisais beaucoup d'influence avec les bougies. On avait une mécanique où on faisait de l'influence, nous, où, pour faire simple, une vue sur YouTube, ça coûtait 1 centime. Je te parle de ça, on est en 2017. On paye un influenceur et en moyenne, il nous vendait sa vue 1 centime. Et un beau jour, les stories sont sorties sur Instagram, ça n'existait pas. Et donc, j'ai ma team qui s'occupe de l'influence et je demande d'appeler tous les agents, les influenceurs, pour savoir combien ça coûte une vue de story. Il en ressort qu'on est à peu près 10 fois moins cher. Donc, un dixième de centime d'euros, la vue sur une story. Et donc, on se pose la question de pourquoi ce serait pricé 10% du prix d'une vue YouTube. On ne trouve aucune raison légitime à ça. Et donc, du jour au lendemain, on prend la décision, on n'achète plus aucune vue YouTube. Et tout ce qui passe sur le marché en dessous d'1 centime la vue en story, on achète tout. Et donc c'est comme ça qu'on a fait notre succès, c'est-à-dire que c'était pas une approche de quel influenceur va marcher demain, c'est qui a mal pricé. Et en ça, c'est vraiment une approche de finance en se disant, en allant chercher parfois des titres qui sont mal pricés. Je trouve que c'est ce qu'on a fait sur ce marché en se disant, eux, ils n'ont pas monté le bon prix. Et c'est comme ça qu'on a construit une partie de notre succès. Donc il y a toujours des liens avec la finance à droite à gauche, je trouve. Ouais, c'est intéressant, c'est vraiment jouer sur les arbitrages différentiels de prix et jouer là-dessus, quoi. Sur l'éclectisme des business dans lequel tu investis, à partir de, si je ne me trompe pas, c'est 2019 que tu as commencé à lancer vraiment là-dedans. Ouais. Là aussi, on peut se poser la question, tu vois, parce qu'on se dit quand on investit en business angel, il faut qu'on ait un edge aussi, effectivement, une connaissance, une compétence. Souvent, c'est les anciens DAF, par exemple, des boîtes qui aiment bien aller investir en private equity, notamment parce qu'ils pensent qu'ils ont une connaissance qui n'est pas sur le marché forcément et qui peuvent leur donner des décisions plus avisées. Quand tu vas sur des boîtes qui sont aussi diverses, est-ce qu'il y a un point, une communalité pour toi dans ces investissements, ou est-ce que c'est plutôt justement la curiosité d'aller dans des trucs complètement barrés à droite à gauche, et qu'est-ce qui te fait aller La communalité, comme tu l'appelles, elle est en fait évidente, c'est juste l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant, à l'inverse, Blast, on l'a peut-être pas dit, et on reviendra peut-être dessus après, mais on a un club d'investissement où on permet à tous nos membres d'investir dans les startups qu'on a identifiées et qui proviennent du réseau d'Anthony Bourbon et de nos autres experts.
La communalité, comme tu dis, c'est d'être capable juste de se projeter dans l'entrepreneur. Contrairement à un VC ou un fonds d'investissement où l'extrême majorité n'ont jamais été entrepreneurs, n'ont jamais monté de boîte, c'est eux qui financent, c'est eux qui donnent des conseils. Là, avec Anthony, on a monté des boîtes successivement. Donc la première chose qu'on regarde, c'est qui est cet entrepreneur. Est-ce qu'il va avoir la capacité de se remettre en question? Est-ce qu'il va avoir la capacité de pivoter? Est-ce qu'il est capable de mettre son ego de côté? Et c'est autant de compétences et plutôt de clés qui sont absolument nécessaires, surtout dans des stages très early dans une startup, où ce sur quoi on investit, c'est sûrement pas ce qui fera le succès à long terme. Il va falloir pivoter, il va y avoir des moments difficiles, et ce qu'on pense avant toute chose, que cet entrepreneur il est capable de se remettre en question et d'ajuster son business. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est commun sur tous les business, que ce soit du retail, que ce soit du wholesale, de la fintech, de la surtech ou peu importe, c'est toujours ce qu'on va rechercher chez un entrepreneur à la base. Tu as rencontré Anthony dans ce parcours-là, justement. C'était sur un invest que vous aviez fait ensemble ou... Alors, on a fait pas mal de co-investissements. En fait, à la base, lui, il est rentré, il avait investi dans ma précédente boîte. Et puis, on s'est trouvé assez complémentaires. On a commencé à co-investir. Lui, en fait, Anthony, faisait déjà Blast avant Blast, si je puis dire. Il avait déjà un groupe d'amis avec qui il partageait tous ses meilleurs dossiers. Donc c'était un petit club deal par mail, comme il en existe plein. Et il nous partageait ses dossiers. C'est arrivé assez souvent qu'il me demande mon avis sur les chiffres d'un dossier. Moi, je suis plutôt très analytique, pragmatique. Je suis pas beaucoup dans l'émotion. Il dit souvent de moi que je suis très froid. Mais je trouve la réalité dans les chiffres et dans les faits, on va dire. Et c'était comme ça, on s'est trouvé assez complémentaires parce que lui était plutôt très instinctif à comprendre qui était l'entrepreneur, est-ce qu'il dégageait de l'émotion, est-ce qu'il croyait en son why. Et puis quand il avait un doute sur le business model, il m'envoyait le dossier, et puis moi je creusais, je torturais un peu l'entrepreneur, et j'ai partagé ma conviction sur le business model en soi. Et puis de fil en aiguille, on a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Donc on a co-investi dans pas mal de boîtes. Moi j'ai investi dans une 15aine de startups à date, et à titre perso, et puis ensuite justement on s'est dit qu'on serait assez complémentaires pour lancer ce projet qui est Blast. Tu peux nous, pour les gens qui ne connaissent pas Blast, peut-être rappeler vraiment le concept, puis les mécanismes aussi quand on investit, comment ça se passe? Le concept de Blast, c'est de permettre à tous les Français d'investir dans les startups les plus exclusives, aux côtés d'Anthony Bourbon et des autres experts de l'écosystème. Tout ça à partir de 1 000 €. Aujourd'hui, la problématique de cette classe d'actifs, qui est l'investissement en start-up, c'est que bien souvent, les bons dossiers, les vrais bons dossiers, ils sont pris par les fonds d'investissement tiers 1 parisiens, ils sont pris par les business angels qui sont des anciens entrepreneurs à succès ou des entrepreneurs à succès qui viennent apporter beaucoup de valeur. Et puis ensuite, si ceux-là ne veulent pas du dossier, redescend ce dossier dans des clubs de business angel peut-être un petit peu moins sexy ou à des business angels encore moins sexy. Et puis enfin, si toutefois il n'y a toujours pas de financement, il va aller tenter sa chance auprès de certaines plateformes de financement communautaire. Alors, bien évidemment, il y a toujours des exceptions à ça, mais au global, on est vraiment convaincu que ça se passe comme ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour accéder au bon dossier, au meilleur rendement, il fallait soit être très riche, donc être capable de donner 200 000 € à un bon fonds d'investissement, soit sinon être très connecté et très riche, parce que même quand on est un business angel renommé et qu'on a accès au bon dossier, le ticket minimum, souvent 30, 40, 50 000. Donc le petit épargnant qui a envie de dynamiser son épargne, qui a envie d'apprendre et d'investir dans ces startups, il se retrouve condamné, à mon sens, d'aller d'avoir les dossiers qui n'ont pas été sélectionnés par les professionnels du secteur. On fait souvent on compare souvent notre métier à celui de l'immobilier avec Anthony, parce qu'on dit les meilleurs deals en immobilier, c'est très très rare qu'ils soient sur Se Loger, donc c'est très très rare qu'ils soient sur Le Bon Coin. Un vrai bon deal immobilier, c'est ton copain agent immobilier qui lui a pris le deal avant même qu'il tombe sur Se Loger. Parce que le moment où il décide de le mettre en ligne sur Se Loger, c'est qu'il sait que lui ça l'intéresse pas, et il sait que ça n'intéressera aucun de ses amis, aucun de ses proches et aucun de ses clients spécifiques. Donc, il le met en ligne. Et sur les startups, c'est exactement pareil. Et donc l'idée, c'est de faire profiter à monsieur de tout le monde, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas non plus des millions d'euros d'épargne, d'accéder aux meilleurs dossiers, sans pour autant se mouiller à 100 000 €. Et c'est ça qu'on propose. Donc tous les ans, on va proposer 20,
30 dossiers, vraiment drastiquement sélectionnés, en provenance du réseau d'Anthony et de tout son réseau d'experts, qu'on va donc sélectionner, analyser, négocier et proposer à la communauté. Ensuite, les étapes pour l'investisseur, une fois qu'il entre, donc il y a un ticket d'entrée pour juste en fait, bénéficier de tous les services et de l'accès finalement, et un ticket ensuite par rapport aux investissements qu'on aura sélectionnés, quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, vu que nous, on n'est pas capable, on n'est pas un métier de volume. On ne peut pas demain dire on va financer pour 300 millions par an. La vérité, c'est que des dossiers qualitatifs en early stage en France, il n'y en a pas pour 300 millions par an. Donc nous, on est obligé de limiter notre nombre d'adhérents pour garantir la qualité des dossiers qu'on propose. Donc aujourd'hui, on a 3500 membres et chaque membre doit s'acquitter d'une adhésion pour faire partie du club. L'adhésion, elle varie de 1 000 € à 10 000 € par an, et le principal facteur différenciant entre ces différents niveaux d'adhésion, c'est le montant que le membre va avoir le droit de déployer sur les dossiers qu'on lui propose au fil de l'année. Typiquement, un membre Diamond, il aura le droit de déployer 300 000 € par an, quand un membre Bronze, il aura le droit de déployer 10 000 € par an. Donc cette adhésion, elle permet évidemment d'accéder aux opportunités, mais pas que, parce qu'on sait que la classe d'actifs qu'on propose, elle est complexe, et donc il est nécessaire de se former sur cette classe d'actifs. Donc, on fait intervenir tous les mois, voire plus, des vrais experts du secteur qui viennent éduquer et échanger avec la communauté. On a fait venir Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro, qui est une belle licorne. On a fait venir Jonathan Angelov, qui est le premier centaure en France, qui a monté Aircall, très belle licorne aussi. Et donc ils viennent parler de leur secteur, de comment on lève des fonds sur ce secteur, quels sont les KPI clés, et ils éduquent et ils aident notre communauté. Ensuite, on a évidemment des événements, que ce soit en live ou en physique, avec des conférences, et puis on crée tout un tas de contenu qui est uniquement accessible aux membres pour les former. Ça, c'est la partie club, et c'est ce pourquoi on paye une adhésion. Et puis après, effectivement, à chaque fois qu'un membre souhaite investir dans une opportunité, il faut bien comprendre qu'il n'est pas obligé. Nous, on va décortiquer l'opportunité, la négocier, la sélectionner, et ensuite on va la mettre en ligne. Mettre en ligne, on va fournir toute notre analyse, on va fournir le pitch deck, le BP, et il y a un live avec les fondateurs et Anthony, auquel les membres peuvent participer, ils peuvent poser leurs questions et se faire leurs convictions. S'ils décident d'investir sur ce dossier, effectivement, ils vont mettre une intention, et s'ils obtiennent une allocation, c'est-à-dire s'ils peuvent investir, on rentrera peut-être dans ces détails plus tard, mais ils peuvent investir de toute façon, ils devront s'acquitter de frais d'entrée, des frais de structuration qui vont de 3 à 5% sur chaque dossier. Et puis nous, on va percevoir ce qu'on appelle une commission de performance. Comme un fonds d'investissement traditionnel, on va percevoir 20% de la plus-value qui est générée. Voilà. Ok, donc si on parle de friction, on va dire il y a l'entrée qui est l'abonnement cotisation annuelle. Il y a ensuite les frais de structuration, 3-5% du deal, et puis les 20% success-based quand ça a gagné, de gains, enfin de commission pour vous. L'adhésion, on n'a pas parlé forcément de ça, c'est combien à l'année? Ah oui, c'est entre 1000 et 10 000 € par an. Tu l'as dit. Voilà, okay. c'est ça. Ça marche. Quand tu mentionnes notamment pour la sélection la possibilité d'avoir des calls avec les fondateurs, enfin oui. Je crois pas avoir mentionné ça parce qu'on le propose pas justement, mais il y a un live. Effectivement. En fait, il y a plusieurs choses avec les fondateurs. Avant de se positionner, tu vois, est-ce qu'on peut parler aux dirigeants du... Parler, voilà. Et c'était un peu le but de la question. Combien on est dans ces sessions? Est-ce que c'est praticable de pouvoir vraiment s'interroger, creuser le truc, ou est-ce qu'on est plus en mode spectateur? Alors, on est plus en mode spectateur, mais on l'organise en amont de telle manière à ce qu'on ait quand même son mot à dire. Mais c'est vrai que si on est 2000 dans un live et qu'on est 500 à poser une question, le live, il est sans fin. Et puis, c'est pas digeste, donc c'est pas un format qui marche. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que nous, on a mis un Discord en place, un serveur Discord, qui est accessible uniquement aux membres, avec des channels dédiés pour chaque investissement. Pour un investissement qui est passé, qui est déjà réalisé, seuls les gens qui sont investisseurs ont accès à ce canal et ils ont toutes les updates de la startup qui sont dedans. Ils les reçoivent aussi par mail et ils les reçoivent aussi sur la plateforme. Mais ça donne un moyen aussi de créer du lien et d'échanger entre investisseurs d'un même dossier sur un dossier donné. Pour un dossier qui est en cours, avant de se positionner, il y a un Discord qui est créé dédié sur ce dossier où les membres peuvent, échanger entre eux et se poser tout un tas de questions parce que les membres ont tous des expertises différentes et bien souvent, on a 5, 10, 20 membres qui bossent dans le secteur de la startup qui est présentée. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des insights de l'intérieur. Quel est ce marché? Et puis, en plus de ça, on a un canal dédié qui s'appelle Questions, où là, les membres lisent juste toutes les questions qu'ils aimeraient voir être posées au live. Et nous, avant le live, on recense toutes ces questions, on les trie et on les met en avant dans le live. Donc, pendant ce live, il y a 20 minutes de pitch
menée par les entrepreneurs, accompagnée par Anthony, 40 minutes de Q&A. Et dans ce Q&A, on reprend le top 10 des questions du Discord. Et en plus de ça, les membres peuvent écrire leurs questions sur le chat et chaque question est votée par tout le reste des membres et donc on va venir prendre celles qui ont le plus de votes pendant toute la session de Q&A. Donc en soi, on a le temps de répondre à bien une trentaine de questions pendant ce live. Et puis après, enfin, excuse-moi, pendant les 10 jours qui suivent le live, les fondateurs de la startup doivent être présents sur le Discord à raison de 2 fois 30 minutes par jour pour répondre aux interrogations de tous les membres. Ça marche. Tu parlais des interactions aussi des membres dans cette plateforme. En fait, je ne sais pas si c'est Discord ou si c'est un autre support. Elle est réelle. Est-ce que il y a des interactions même entre membres en fait pour pouvoir se sentir un petit peu l'esprit club, de pas seulement s'en remettre à la personne qui a un intérêt à la pitcher, mais aussi d'autres gens qui ont un regard critique peut-être pour croiser les regards, les analyses. C'est pour ça qu'il y a 2 canaux exactement pour faire ce que tu es en train de citer. C'est qu'on a un canal, en fait, quand on lance un dossier, disons demain on lève pour Orso Média, et ben pour Orso Média, il y aura 2 canaux qui vont être lancés. Il y a un canal qu'on appelle, je crois que c'est Orso Média tout court, et un autre question Orso Média. Dans le canal Orso Média, les fondateurs d'Orso Média n'ont pas accès ni au début, ni à la fin, ni pendant, ni jamais. Là, c'est libre, les membres, ils s'éclatent. Et puis, bien souvent, ils se font tirer dessus, Orso Média, mais ils le sauront jamais. Donc là, ça challenge sec. Et ensuite, il y a le canal questions, où autant on recense toutes les questions. Et dès que le live est passé, les fondateurs débarquent sur ce canal uniquement et peuvent se faire challenger par les membres. Mais il y a toujours un canal où les fondateurs n'ont pas accès. Et donc oui, là, ça tire dans tous les sens. Pour moi, en tout cas, ça serait un des gros avantages. Enfin, le fait de pouvoir finalement avoir l'esprit critique et pas juste absorber ce qu'on nous sert, quoi, tu vois. Ah bah t'inquiète pas que si tu fais un tour sur le Discord, ça tire. Et c'est pour ça qu'on a 3500 membres et qu'en moyenne, un dossier chez nous, on a entre 500 et 1500 investisseurs. Il n'y a pas du tout le monde qui vient à chaque fois. Les dossiers rencontrent des succès variés en fonction de plein de choses. Et aussi, juste des avis et des appétences des gens. Moi, il y a des dossiers que j'ai trouvés à titre perso vraiment super, sur lequel je me suis mouillé sérieusement et qui n'ont pas rencontré un franc succès au sein du club parce que juste les critères sont différents. On a aussi beaucoup de néophytes, donc ça varie. Si on continue le process, on arrive jusqu'à la sortie pour évaluer aussi le niveau performance d'un deal. Est-ce que vous avez déjà, parce que c'est assez récent, ça fait 1 an que vous avez lancé ce projet, des sorties, est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre comme horizon de sortie et comme type du coup de TRI, même si effectivement rien de ce qu'on va dire n'est contractuel ou garanti, mais pour avoir une idée en fait de quand on voit quand on rentre et quand on sort en fait, comment ça... Bien sûr. J'aurais aimé te dire qu'au bout d'1 an on a eu des sorties. J'aurais vraiment aimé. Malheureusement non, on n'a pas eu de sortie au bout d'1 an, c'est très très rare. C'était prévu quand même ou pas du tout? Non, c'est pas prévu. Au bout d'1 an, non. La durée de détention moyenne d'un titre de participation en start-up, c'est plutôt 7 ans aujourd'hui dans l'écosystème. Donc 1 an, j'aurais bien aimé. Si on arrive à faire 5, on est très bon en moyenne. Mais 1, ça reste vraiment pas possible aujourd'hui. Donc si on regarde derrière, on a fait une vingtaine de deals que je pense être des très bons deals, d'autres excellents, d'autres peut-être un peu moins bien, ou en tout cas qui aujourd'hui performent peut-être un peu moins bien que les autres. Encore une fois, on cherche des entrepreneurs qui sont capables de pivoter. Donc au bout d'1 an, c'est très très dur de tirer des conclusions. Comme TRI, qu'est-ce qu'on vise ? Il y a une étude de McKinsey qui disait que le private equity était la meilleure, l'investissement early stage, la meilleure classe d'actifs des 10 dernières années, avec je crois 23% par an. Nous, ce qu'on vise, c'est un TRI qui est supérieur à 20%. Et donc sur 5 ans, il faudrait qu'on fasse un multiple autour de 2,5, qui on pense est un multiple de marché, voilà, c'est sur lequel on communique. Après, nous, on espère et on se bagarre pour faire beaucoup mieux, mais l'idée, c'est d'être capable de rendre plus de 20% par an. 5 ans, effectivement, c'est long. Quand on a des bids en equity, surtout, où on n'a pas de garantie, rien, dans une startup, tu parlais de capacité de pivoter pour les entrepreneurs. Toi en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui te permet de... Quelles sont les choses que, pendant ce processus-là, tu vois, j'imagine que c'est pas juste buy and hold, tu fermes tes equity, ensuite, et tu attends 5 ans pour voir si ça a fonctionné ou pas. Quelles sont les choses à regarder peut-être pendant cette période-là, pour voir que ça sent bon ou justement au contraire ça sent plutôt pas bon, et est-ce que tu as un peu d'historie, alors peut-être pas sur les deals que tu as fait avec Blast, mais peut-être à titre perso de choses où justement
peut-être d'exemples où là, on sent qu'il va y avoir une réussite, c'est peut-être un signe que ça va bien, ou au contraire, des exemples où là, quand on commence à avoir ce genre de configuration, c'est pas très bon signe. Ouais, il y en aurait plein. Et puis après, je veux bien qu'on revienne sur les durées de détention parce qu'on a prévu quelque chose de mignon dont j'aimerais parler, mais sur cette question de signes avant-gardistes, on va dire. Il peut y en avoir, et on va en parler, mais ça restera toujours qu'une tendance, en fait. Parce que tu as le droit de performer en startup sur les années N0 à N+3. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu vas être capable de scaler, c'est-à-dire au-delà de 10 millions. En vrai, faire de 0 à 5, c'est bien, c'est super. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vraiment performer économiquement ensemble. Ça ne veut pas dire que je vais faire un bel exit. Parce qu'un exit, il faut que tu fasses une taille critique. Et donc, pour sortir, il va falloir que tu vailles quand même... Enfin, que tu fasses beaucoup plus que 5 millions de CA. Donc, j'ai envie de dire, aller de 0 à 5, c'est une belle étape, c'est bon signe. Mais à mon sens, c'est en rien annonciateur d'un succès à venir. Parce qu'il faut des compétences très différentes pour aller de 0 à 5, puis de 5 à 10, et ensuite de 10 à 100. C'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes casquettes, c'est pas du tout les mêmes process, ça n'a rien à voir. Donc, être capable d'aller de 0 à 5, c'est déjà une très belle prouesse, parce qu'on a besoin d'un fondateur qui est très opérationnel. On a besoin d'un fondateur qui met les mains dedans et qui comprend à peu près tous les sujets autour de son métier. Donc le premier signe, ce serait effectivement de tenir, on va dire, son BP et être capable d'avoir de la traction. La traction, c'est cette espèce d'aspiration. Moi, j'aime bien dire que la traction, c'est comme si tu étais sur un bateau et que tu prends le courant, en fait. Donc, il faut toujours ramer en même temps que le courant, parce que cette aspiration, elle dure qu'un temps, on le sait. Mais il faut aussi savoir, être convaincu et surtout être prêt quand cette aspiration, elle s'arrêtera. Parce qu'inéluctablement, cette aspiration, elle s'arrête un jour. Et si tu n'as pas un plan bien ficelé de comment tu vas avancer quand tu seras à contre-courant, ça risque de te coûter ta boîte. Tu peux perdre 6 mois, tu peux perdre 1 an, tu peux perdre plus que ça. Et en fonction de combien tu as levé, tu es peut-être déjà foutu. Donc moi, les signes que j'aime bien regarder, c'est ok, j'ai compris ton plan, comment tu vas de 0 à 3 ou de 0 à 5, mais derrière, est-ce que tu as des idées de comment tu vas de 5 à 15 ? Peut-être que ce sera tout à fait différent de ce qu'on me raconte, mais j'ai besoin de savoir que l'entrepreneur il est capable vraiment de se projeter dans les difficultés à venir. Moi, j'ai beaucoup de mal avec quelqu'un qui n'imaginerait pas des difficultés futures. Nous, chez Blast, on est en permanence dans « dans 1 an, s'il se passe ça, on fait quoi ?» Et donc, on est en permanence en train de faire du run, c'est-à-dire vraiment de l'opérationnel tous les jours pour que ça se passe bien, et du build sur vraiment construire des assets solides pour quand cette aspiration, elle s'arrêtera si un jour elle s'arrête. Donc, je suis pas sûr d'avoir parfaitement répondu à ta question parce que c'est très théorique et c'est beaucoup de feeling tout ce que je t'ai dit, mais voilà ce que moi je ressens en tout cas. Non, c'est intéressant parce que justement, ma question était plus du point de vue de l'investisseur quand tu investis dedans. Parce que 5 ans, en fait, c'est jamais, j'imagine, une courbe progressive qui monte tranquillement, 5 millions, 10 millions, 15 millions, la sortie, tout va bien. Et est-ce que tu peux justement prendre le courant trop tôt ou trop vite, exploser en vol, tu vois la sortie, en fait, elle va être au bout des 5 ans, tu vois. Et entre-temps, il y a peut-être des patterns qui sont plutôt sains ou des patterns qui sont plutôt, justement, à éviter. Mais enfin, après, il n'y a peut-être pas une réponse à ça, d'ailleurs. Mais si ça avait des... En fait, tu m'aurais demandé ça il y a 2-3 ans, j'aurais peut-être eu une réponse différente. Mais même j'ai du mal à dire, mais tous les patterns, on va dire, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'il peut y avoir au fil du temps, il y a toujours un challenge qui vient après et qui serait capable de remettre en question tout ce qui a été vu auparavant. Donc aujourd'hui, je ne suis pas capable de te donner un pattern au-delà de l'entrepreneur qui est capable de toujours se remettre en question et d'adresser les problématiques éventuelles futures dès maintenant. Voilà, c'est ça qui me fait croire qu'on va y arriver. Plus que toute autre chose. Alors après, pour quelqu'un qui serait néophyte, les éléments simples, c'est oui, la capacité à tenir le BP, la capacité à tenir ses charges, pas avoir quelqu'un qui, dès qu'il va faire x2 en CA, va aller recruter 15 personnes. Grosse erreur, vulgaire erreur qu'on a tous fait en tant qu'entrepreneur. On ne veut pas quelqu'un qui veut jouer non plus à la levée de fonds, c'est-à-dire tiens, j'ai levé 3 millions, je vais tout brûler en 1 an et demi, je vais recruter 40 personnes et puis on verra au tour d'après. Non. Je pense qu'on est dans
Dans un monde aujourd'hui où il faut avoir une entreprise qui est saine, il faut générer de la rentabilité. Donc on veut surtout des entrepreneurs qui sont capables de penser bottom line plus que jamais. Donc entre un marché prometteur et un entrepreneur solide et qui est capable de se remettre en question, on sait ce que tu préfères, quoi, toi. C'est l'entrepreneur plutôt, tu vas choisir. Si je devais choisir, oui, mais je ne dois pas choisir. Je suis contraint d'avoir les deux chez Blast. C'est-à-dire on ne proposera que des dossiers où il y a les deux. Ouais. Parce qu'un super entrepreneur, sans le marché porteur, il ne nous fera pas l'exit dont on a besoin. Donc, par contre, on va le suivre et on dira ta prochaine course, tiens-nous au courant parce que moi, je suis convaincu que tu as un jockey incroyable, mais juste là, je pense que tu n'as pas le bon cheval. C'est un peu le sujet. Sur la durée de détention, tu disais que il y avait quelque chose peut-être de nouveau chez vous ? Ouais, en fait, on pense qu'avec Blast, on résout les deux problèmes principaux de cette classe d'actifs, qui étaient l'accès à des bons dossiers, ou des dossiers exclusifs en tout cas. Ça, on pense qu'on a résolu ce problème. Deux, qui était le ticket minimum d'accès, encore une fois, parce que on nous a pas attendu, personne nous a attendu pour proposer des bons dossiers, sauf qu'avant, pour rentrer, c'était 50 ou 100 000. Nous, on le propose à partir de 1 000 €. Et puis 3, j'avais dit 2 mais il y en a 3, c'est la durée de détention. Effectivement, je le disais, la durée de détention d'un actif, c'est 7 ans aujourd'hui, titre de participation en start-up, et ça, c'est trop long. Et donc nous, ce qu'on est en train de mettre en place, ce sur quoi on travaille aussi bien techniquement qu'en termes de conformité, ce serait ce qu'on appelle un tableau d'affichage ou une marketplace qui permettrait à tous nos membres de mettre en vente leur titre de participation au même titre que sur Le Bon Coin. Donc, ils seraient libres de dire j'ai acheté 100 titres de telle startup il y a 3 mois, eh bien, je souhaiterais les mettre en vente sur la plateforme Blast. Et là, tous ceux qui sont membres et tous les autres, donc on n'est pas obligé d'être membre de Blast pour accéder à cette plateforme, seraient libres d'acheter ces titres de participation au prix qui aurait été fixé par le vendeur. Ça nous permettrait vraiment de résoudre un très gros problème de cette classe d'actifs qui est la liquidité. Et donc, ce dont on rêve, c'est de se dire quelqu'un achète sur le marché primaire 1 000 €. 6 mois après, il y a un reporting qui est mignon de la startup. Lui, il a besoin d'un peu de cash. Et il peut la revendre à 1 200, à 1 300 ou à 1 500 si ça a bien performé. Et puis derrière, il y a quelqu'un qui lui aurait bien aimé rentrer au marché primaire, mais qui n'était pas membre parce qu'il n'y a pas de place. Et il aime beaucoup cette startup. Et du coup, il a l'opportunité quand même de rentrer sur cette startup. Et cette fois-ci par le marché secondaire. Et donc là, si on arrive à faire ça, et je suis convaincu qu'on va y arriver, c'est notre job, et du coup, on aura réglé le dernier gros problème de cette classe d'actifs qui est la liquidité. Dans un court instant, on verra quel rôle joue l'émission Qui veut être mon associé dans le fonctionnement de Blast et quelles sont les nouveautés que la plateforme prépare pour ses membres. A tout de suite. Ouais, complètement. Mais on peut imaginer aussi le côté l'inverse, c'est-à-dire le rush vers la sortie quand les choses vont pas bien et les premiers sortis arrivent à vendre, pression vendeuse, les autres paniquent. Est-ce que tu n'ouvres pas une brèche dans ce sens-là aussi avec ce marché secondaire? Vous avez pensé à ça aussi ou... Moi, je suis plutôt à l'aise, c'est-à-dire que si une boîte est destinée à mourir, ce qui sera inéluctablement le cas dans les boîtes qu'on va proposer, je tiens à le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on est une classe d'actifs qui est très risquée. Dans notre marché, un fonds d'investissement qui performe bien, il va investir dans 10 boîtes, il y en a 5 qui vont mourir. Et sur les 5 qui performent, elles vont performer de telle manière à faire plus que compenser la perte des 5 qui sont mortes. Chez Blast, si on est excellent, on va voir mourir que 3 ou 4 boîtes sur 10. Mais inéluctablement, il y en a qui vont mourir, c'est le jeu. C'est pour ça qu'il faut diversifier entre les classes d'actifs et même au sein même de Blast, entre les différentes startups. Ta question, du coup, pour y revenir, est-ce qu'on n'ouvre pas une brèche ? Moi, si je me dis une boîte va mourir, ça veut dire que 100% de ses actionnaires vont perdre 100% de leur argent, fort probablement. Si j'en ai 20 d'entre eux qui ont réussi à récupérer 50%, j'ai apporté du progrès. Ouais, tu te dis pas que c'est finalement secondaire ou pas, c'est juste ça. Ouais. Non, il y en a 20 qui ont récupéré quelque chose, alors qu'en théorie, ils n'auraient rien dû récupérer. Et il y en a 20 autres qui y croyaient et qui se sont trompés. J'ai envie de te dire, quand tu investis en bourse, à chaque fois que tu vas vendre, peu importe, du total à 42 €, parce que toi, tu es convaincu que ça va baisser, et tu as un mec en face de toi qui croit tout le contraire de toi et qui est convaincu que ça va monter. C'est ce qu'on va faire en fait. Et donc si tu vends une action de start-up qui est en train de mourir et qui va mourir à quelqu'un qui croit qu'elle va performer, t'es ni plus ni moins qu'en face d'un carnet d'ordre total avec deux convictions opposées. Je trouve que c'est le progrès.
Ça, c'est déjà en place, le secondaire, là ou... Non, c'est pas mis en ligne encore. C'est quelque chose sur lequel on continue de travailler techniquement, sur lequel on travaille avec le régulateur, parce que c'est une activité qui est vraiment régulée. Et donc, on essaye de naviguer dans tout ça. On espère le sortir au Q1 2024. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, j'imagine c'est plus compliqué que comme modèle parce que c'est assez novateur, quoi. Donc, on n'a pas le droit de faire un carnet d'ordre comme en bourse, par exemple. Ça, c'est vraiment un agrément très spécifique. Ils sont 3 en France à l'avoir, dont Euronext, naturellement. Trop compliqué, c'est pas notre métier, donc on est sur un agrément qui est différent, qui est celui de PSFP. On veut agir dans le cadre de ce qu'on appelle le tableau d'affichage, et puis bricoler autour de ça pour faire quelque chose qui soit parfaitement légal et qui techniquement soit le plus smooth possible. C'est là le challenge. Vous êtes déjà PSFP ? On est déjà PSFP, c'est prestataire de services en financement participatif. C'est un agrément qu'on a eu en septembre. On est parmi les 15 premiers en France à l'avoir obtenu. On l'a obtenu en 3 mois, c'est un temps record qui nous permet d'être parfaitement autonome. C'est un des plus robustes, qui est même au niveau européen, etc. Du coup, ça nous permet d'élargir cette activité de prestataire de services en financement participatif, même au sein même de l'Europe, en passeportant dans d'autres pays si on le souhaite. Ouais. Et ce qui fait qu'on a une autorité une activité qui est régulée par l'AMF, et on peut naturellement pas faire n'importe quoi. On a d'ailleurs nos responsabilités perso, Anthony et moi, qui sont mis en jeu si on faisait n'importe quoi. Ouais, donc attention. On a un contrôleur interne, on a un document de procédure assez costaud, on a des contrôles externes tous les trimestres, on a un commissaire aux comptes spécifique, et puis on aura des contrôles inéluctablement de l'AMF qui fait son job. Donc non, faut être au carré, et on l'est. On s'est d'ailleurs équipé avec des gens qui l'ont déjà fait avant nous. Donc. Ça marche. Le lien au niveau marketing entre Anthony Bourbon, qui veut être mon associé, ça semble être une configuration parfaite pour marketer un produit tel que Blast Club. Enfin, typiquement, c'est exactement la même façon de penser. Il y a cette émission qui ouvre les perspectives des Français. Il ne faut pas se le nier, parce qu'on est toujours en retard évidemment là-dessus, sur l'investissement, etc. Mais ça semble être vraiment parfait pour l'activité que vous avez lancée. Quel lien entre ces deux initiatives, en fait, Blast Club et qui veut être mon associé? Est-ce que c'est complètement isolé? Est-ce qu'il y avait un qui a commencé, ensuite l'autre est suivi? Comment ça s'est organisé, ces deux choses-là? Est-ce que c'est une pure coïncidence, simplement? Non. Non. Nous, on n'est pas des VC, on est des entrepreneurs. Donc Blast est une start-up dont le métier est de proposer l'accès aux meilleures startups, ou en tout cas aux startups les plus exclusives de l'écosystème. Donc on l'a pensé en tant qu'entrepreneur aussi. Anthony et moi, on est des entrepreneurs avant d'être des investisseurs. Est-ce qu'il y a une corrélation ? Évidemment, naturellement, ça c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'on a construit ce produit à partir de zéro parce qu'il y a eu qui veut être mon associé? Pas du tout, parce que comme ce que je te disais, il y a 2 choses qui préexistaient à la présence d'Anthony dans cette émission. C'est que Anthony a ce combat depuis toujours, et il le répète sans cesse, pour la méritocratie. Il est contre la reproduction sociale, contre l'entre-soi, et ça le dépite de voir que toujours ce sont les mêmes entrepreneurs qui sont financés, que ce sont ceux qu'on fait à HEC, qui sont des hommes blancs, de bonne famille. Ça le dépite aussi de voir que les meilleurs dossiers ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde, qu'il faut être soit très très riche, soit avoir beaucoup de réseaux, soit être de bonne famille. Et donc en ce sens, Blast s'inscrit parfaitement dans la logique et dans le discours d'Anthony, qui est de donner accès à tout le monde à quelque chose qui est habituellement réservé aux privilégiés. Donc ça préexistait largement à l'émission. La deuxième chose, c'est que Blast, sous une autre forme, préexistait aussi avant l'émission. Moi, j'ai rencontré Anthony dans le cadre d'un mini Blast. C'est-à-dire qu'Anthony, de par son réseau et de par sa notoriété avant l'émission, parce qu'Anthony, il n'a pas attendu l'émission pour être connu, il est évidemment beaucoup plus, mais il était déjà très connu. Il recevait beaucoup de dossiers. Il avait sa petite mailing list de tous ses copains entrepreneurs. On était une petite centaine à qui il partageait ses meilleurs dossiers. Il nous proposait de rentrer dans les dossiers qu'on analysait ensemble. On rencontrait les entrepreneurs ensemble et on décidait d'y aller ou pas ensemble. Et donc ce système-là, il existait déjà bien avant l'émission. Et donc ensuite, l'émission a été un tremplin formidable pour démocratiser et offrir ce produit à bien d'autres. Mais c'était la petite cerise sur le gâteau pour lancer ce projet, on va dire. C'était pas le déclencheur. D'accord.
Ouais, mais c'est quand même idéalement. Enfin, C'est idéal. Non, mais il y a pas de doute là-dessus et on est ravis. Mais on a aussi conscience de la responsabilité qu'on a avec ce projet parce qu'on a une exposition médiatique grâce à cette émission qui est énorme et donc on a un devoir de représentation aussi sur la classe d'actifs. On se doit d'être extrêmement sérieux dans nos analyses, extrêmement droit dans les discours qu'on peut tenir auprès des épargnants qui découvrent cette classe d'actifs extrêmement risquée, extrêmement complexe. Donc on est extrêmement vigilant de par cette audience à ce qu'on propose, à ce qu'on raconte. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie j'avais collecté un petit peu aussi les observations, les critiques qu'on peut lire ou voir sur le modèle, sur Blast, etc. Et une d'elles, notamment, c'était justement le gap qui existe entre le niveau de complexité de ces produits-là et ce qu'on demande à l'investisseur et dans quoi il s'engage. Et en fait, l'approche de vente mass market, si on veut l'appeler ainsi, sur une émission sur M6 où les personnes qui regardent, c'est pas forcément les personnes les plus éduquées financièrement. Alors c'est un petit peu la poule et l'œuf parce que il faut éduquer les gens pour qu'ils soient plus alertes, mais en même temps ils peuvent pas être plus alertes s'ils sont pas éduqués. Comment est-ce que tu répondrais toi à une critique à cette observation-là? Plusieurs manières d'y répondre. La première, c'est est-ce qu'il faut naturellement être très éduqué sur la classe d'actifs pour performer et pour prendre une décision? Pour répondre à cette question-là, moi je trouve qu'une fois que j'ai dit attention, vous pouvez perdre tout votre argent sur un investissement, et 2, attention, on vous conseille d'investir sur au moins 5 à 10 startups pour diversifier votre risque, je pense que j'ai dit tout ce qui était nécessaire. Parce que sinon, si on pense qu'il faut en dire plus pour être capable de performer, ça veut dire qu'on pense qu'un épargnant a besoin de comprendre précisément le business model d'une startup, sa stratégie go-to-market, la structuration du tour, la sexiness du marché pour performer. Et moi, j'ai beaucoup recruté chez Blast. Je suis beaucoup allé chercher des analystes, des investment managers et des niveaux au-dessus, des principals dans des fonds d'investissement avec qui j'ai fait des entretiens. Je peux te garantir qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Je suis allé beaucoup voir chez les VC où je donne un BP à un mec, je lui donne un deck, je lui dis pitch-moi ce dossier, qu'est-ce que tu as compris? Ils ne comprennent pas la moitié du business model. Donc oui, il est sur un VC, oui, il a fait les bonnes écoles. Est-ce que pour autant, il comprend vraiment fondamentalement le business de la startup qu'il présente et dans laquelle il va investir? La réponse est non. Ça ne l'empêche pas de faire des performances. Donc en fait, à ça, je réponds que notre job, c'est d'avertir sur le fait que c'est très risqué, de simplifier au plus ce que fait la startup, comment va être structuré le tour, ce sera quoi son business model, l'aider à s'éduquer, l'aider à grandir, l'aider à comprendre. Et après, moi, je fais partie des dirigeants et des managers qui disent qu'on apprend en marchant, en fait. Et que oui, il va tomber, oui, il va se prendre des bananes, mais comme nous tous, en tant qu'investisseurs, super éduqués. Enfin, tu vois, j'ai investi dans 15 boîtes, ce serait super prétentieux de te dire, bah moi, je connais le métier, il n'y en a aucune qui est morte. C'est pas vrai. Je pense que mon anti-portfolio, aujourd'hui, il est meilleur que mon portfolio. Pourtant, j'ai tout analysé, j'ai tout regardé, j'ai une conviction forte de l'intérieur. La vérité, c'est que tu peux pas savoir d'où ça va tomber, où est-ce que ça va performer. Nous, notre job avec Anto et toute l'équipe, c'est de choisir ce qu'on pense être les startups qui ont le plus de chances de performer. À partir de là, après, c'est le destin qui fait son chemin, quoi. Comment tu vois, toi, justement, dans l'investissement, la construction d'un patrimoine, l'investissement en private equity, comme chez Blast, par exemple, est-ce que tu mettrais début à la fin, beaucoup, moyen, quand, comment? Moi, je ne suis pas du tout expert en gestion de patrimoine et puis j'ai plutôt l'habitude de faire des lignes très concentrées. Donc, je ne vais pas vous raconter comment je gère mon portefeuille à moi. Et puis, quand j'en parle à l'équipe, on a des anciens gestionnaires de patrimoine en interne chez Blast. Donc, quand je pose cette question, c'est quoi l'allocation nécessaire? Qu'est-ce que tu penses? On me dit, ça dépend. Donc, ça dépend de plein de choses. Pour grossir, moi, j'ai envie de dire, globalement, en fonction de la taille du patrimoine, mettre entre 5 et 20% de son patrimoine sur des investissements à risque start-up, je trouve que ça fait du sens. Maintenant, comment on définit le bas de la fourchette et le haut de la fourchette? Anthony, il aime bien dire ça et je le rejoins là-dessus, c'est que en gros, moins on a d'épargne, ou en tout cas plus on est jeune dans sa carrière d'épargnant, plus on peut se permettre de porter du risque. Alors certains pourront dire tout l'opposé. Moi, j'aime bien aussi dire qu'effectivement, si je suis qu'à mes débuts d'épargnant et que j'ai économisé 5 000 euros, mettre 2005 en start-up, c'est pas complètement déconnant. Pourquoi? Parce que si je mets 2005 à l'inverse en assurance vie à 3%,
ok, c'est magnifique, j'ai gagné 30 euros dans 3 ans. J'ai exagéré, c'est pas le bon calcul, c'est peut-être même plus 100 euros. Mais j'ai rien changé à ma vie. En revanche, si je l'ai mis en start-up et que j'ai réussi à faire x3, j'ai fait un gros écart. Et à l'inverse, si je les ai perdus, j'ai bon espoir que dans ma carrière, sur ces 3 ans, j'ai réussi à faire plus qu'épargner 2005 parce que j'ai évolué professionnellement. Donc moi, j'aurais plus tendance à dire en début de carrière, début d'épargnant, mettre une poche de 15-20%, c'est pas déconnant. Et puis au fur et à mesure qu'on se construit son patrimoine, réduire un peu cette poche, peut-être autour de 5, 10, 15%. Et puis faire autre chose. En ce moment, il va sans dire que les taux sont incroyables. Donc il y a quelques produits structurés assez bien foutus qui permettent d'avoir du 4-5% garanti. Donc faire de l'assurance vie, faire de l'obligataire en ce moment, ça fait du sens. Des CPI un peu moins en ce moment. Mais voilà. Il y a quand même cet horizon d'investissement qui fait que on va de toute façon chercher long terme. Donc par exemple, si tu compares à de l'immobilier sur des opérations aller-retour, résidence principale ou quoi, qui peuvent te permettre de générer tout de suite un peu de cash pour après réallouer à autre chose, là, ça serait pas vraiment le modèle, ça serait plus un track en fait en parallèle où effectivement c'est de la location risquée avec une bonne surprise peut-être sûrement à la sortie, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux capitaliser pour faire d'autres invests en séquentiel, du moins pas dans un horizon plus court que 5-7 ans, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, mais après, cette classe d'actifs, en vrai, elle a un truc en plus, et moi, je l'adore, et je suis passionné, c'est pour ça que je fais ce métier, mais c'est que c'est presque un peu un achat plaisir. Moi, j'entends souvent sur les podcasts les mecs qui disent « Non, faut pas investir dans le vin si t'es pas un passionné de vin à la base. » C'est pour ça que j'ai jamais investi dans le vin, d'ailleurs. Mais je trouve que dans les startups, c'est cette classe d'actifs qui a un truc en plus où, en vrai, il y a tellement à apprendre. À écouter des entrepreneurs, à regarder des decks différents, à voir le vent qui souffle à droite et comment on se rétablit à gauche. Il y a beaucoup à apprendre. C'est tellement enrichissant d'un jour d'investir dans de la space tech, le lendemain d'investir dans du retail, le surlendemain d'investir dans de l'assurance. C'est super enrichissant. Et donc je trouve que c'est une classe d'actifs dans laquelle il faut aussi investir pour le plaisir d'apprendre, business-wise. Et en ça ressemble un petit peu au vin. Au moins je trouve que c'est presque dommage de juste investir et pas regarder, parce que c'est tellement enrichissant comme classe d'actifs. Ouais, et mettre de l'argent, ça aussi te pousse à être plus intéressé forcément à ce truc que tu vas prendre. Donc, complètement. Est-ce que déjà dans le club, c'est peut-être pas assez de track record pour ça, mais est-ce qu'il y a une différence déjà dans les adhérents entre ceux qui déjà ont une compétence, une expertise sur un secteur et les autres en termes de performance? Parce que l'idée, c'est de démocratiser vraiment à tous. Tout le monde peut un peu choisir, mais est-ce que alors c'est peut-être un peu tôt, hein, remarque, mais est-ce qu'il y a un moment donné peut-être où les gens qui, au sein même d'un accès à un panel ensemble de deals, le fait que tu connaisses bien ce secteur, le fait que tu puisses interagir, ça va te faire performer mieux qu'un autre, quoi. Moi, je ne crois pas à ça. Ouais. À part sur un secteur vraiment très spécifique. Tu vois, il peut y avoir des fonds qui vont faire, avec des thèses d'investissement très précises. Chez Blast, on est plutôt agnostique, on va investir sur un peu tout. Et puis aujourd'hui, on a trop peu de track record, trop peu d'historique pour dire telle typologie de membre a mieux performé parce qu'elle connaît mieux ça. Non, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire, mais nous, ce qu'on s'efforce de faire chez Blast, c'est de proposer à la fois des dossiers avec des maturités différentes, avec des fondateurs d'origine différentes, et puis aussi et surtout des secteurs très différents pour être capable de proposer à tous nos membres des secteurs qui leur parlent le plus. Parce qu'on va avoir des membres qui vont avoir des sensibilités sur les milieux bancaires, d'autres beaucoup plus sur du B2C, et donc du coup, on va proposer un petit peu de tout pour que chacun trouve ce qui lui plaît. Et il y a suffisamment de substances en haut du chapeau justement pour filtrer efficacement avec la due diligence des deals justement dans des secteurs comme ça assez variés, sachant que le gros de ce qui est proposé, c'est le carnet d'adresse d'Anthony à la base. Ensuite, il y a eu Eric qui est revenu, qui a rejoint la team. Mais c'est le gros de l'actif, c'est ça. Et du coup, est-ce que dans ces configurations, il y a suffisamment de bons dossiers, suffisamment de dossiers pour alimenter 30-35 deals par an? Alors là, on est plutôt autour de 20-25 deals par an. On a effectivement Anthony Bourbon qui ramène ses dossiers. On a Éric Larchevêque qui est le fondateur de Ledger. Et puis là, on va annoncer sous peu qu'on va dorénavant avoir des nouveaux experts sectoriels qui rejoignent le club. Donc on a Thomas Rebaud de Miro, on a Jonathan Angeloff de Aircall, on a Thomas Battistini qui a fondé Jour, qui est une belle boîte, je crois, qui a été revendue 100 millions. Donc là, il va nous aider sur tous les sujets food retail.
Et puis on en a 2-3 autres encore comme ça, sur des experts, sur des secteurs très spécifiques, où ces experts-là vont, étape 1, apporter leur dossier, ce ne nous empêche pas de les filtrer, donc on les filtre évidemment, on les négocie, et s'ils sont très bons, on les met en ligne. Quand on les met en ligne, le pitch est présenté par l'expert en question, et puis en plus de ça, l'expert accompagne les startups et est à son board pendant toute leur durée de vie pour encore une fois maximiser l'espoir de performance qui nous emmènera, on l'espère, vers un événement de liquidité qui pourra profiter à tous. Donc sur la volumétrie, aujourd'hui, oui, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a assez de dossiers. Maintenant, il nous est arrivé très récemment, pendant 1 mois, on n'a pas mis de dossier parce qu'il y avait un dossier qu'on aimait beaucoup, sauf qu'à la fin, dans les discussions, ça s'est un peu tendu. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le BP, sur les rémunérations des dirigeants. Et quand il y a un doute, c'est comme un recrutement, il n'y a pas de doute, donc on a coupé. Et donc on préfère parfois ne pas présenter de dossier à notre communauté. Et pour autant, et la communauté le comprend et l'accepte, parce qu'ils ont signé pour les meilleurs deals, pour les deals les plus exclusifs. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Maintenant, nous, notre job, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais parfois, ça arrivera, et on pense que notre communauté peut comprendre, vu la promesse qu'on a. Ouais, c'est le gros risque, effectivement. C'est ça, c'est là-dedans. Enfin, c'est là qu'il faut travailler, effectivement, pour vous, je pense. En termes de concurrence sur le marché aujourd'hui, tu disais que le but du concept, c'était vraiment de ne pas avoir des deals de seconde zone, mais d'aller sourcer vraiment des deals qui sont de qualité et passer avant les autres. Et c'est pour ça que ça amenait de la rentabilité. Mais on pourrait aussi cyniquement penser c'est des deals que Anthony fait et qu'il a besoin, qu'il veut pas faire en perso, et ceux qui veut pas faire en perso, il les balance sur Blast. Et ça, c'est un peu sa plateforme de délestage des deals un peu moins bons. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et puis surtout, qu'est-ce qui différencie peut-être Blast de la concurrence par rapport à ce modèle-là, quoi? Sur Blast comme étant une plateforme de délestage, le plus simple, c'est de dire que Anthony, il n'investit plus en dehors de Blast. Il investit dans aucune startup en dehors de Blast. Et il investit personnellement dans tous les dossiers qu'on présente sur Blast. Donc, c'est-à-dire que les dossiers qu'on présente sur Blast sont avant tout des dossiers sélectionnés par Anthony dans lesquels Anthony investit. Aux conditions qu'il aura lui-même négocié. Avec un peu l'aide de notre équipe quand même, mais qu'il aura lui-même négocié. Donc, je pense que ça suffit à dire que ce que tu viens de citer, c'est pas possible. Parce qu'il investit, il négocie, et il le fait jamais en dehors de Blast dorénavant. Ça, c'est la promesse. Deuxième chose, le positionnement de Blast. Moi, ce que j'aime dire, dans le sens où on n'a rien inventé, en fait. C'est-à-dire que on va pas dire grâce à Blast démocratise l'investissement en start-up. C'est pas vrai. Il y en a plein qui l'ont fait avant nous. Ils ont démocratisé l'investissement en start-up. Je pourrais en citer plein, il y en a sûrement 10, qui permettent d'investir dans des start-up à partir de 1 000 €, comme nous. Cependant, notre conviction, c'est que malgré eux et malgré tous leurs efforts, et c'est pas volontaire de leur part, c'est que le marché est fait de telle manière à ce qu'aujourd'hui, ils sont très peu désirables par les entrepreneurs les plus sexy de l'écosystème, qui, comme je le disais, vont d'abord aller chercher les fonds Tier 1 de Paris, avec les business angels super Tier 1 de Paris, dont Anthony Bourbon fait partie, dont Jonathan Geloff fait partie, dont Éric Larchevêque fait partie. Et puis ensuite, ils descendront petit à petit vers des clubs de business angels un peu moins sexy, des fonds un peu moins sexy, et enfin les plateformes communautaires. Donc naturellement, ces plateformes-là proposent des investissements à partir de 1 000 €, mais on pense qu'elles récoltent ce qui a filtré à travers les 2, 3, 4 paniers des professionnels de l'écosystème. Donc nous, ce qu'on fait, et je ne vais pas revenir sur nous tout de suite, donc il y a cette partie du marché qui permet de rentrer à 1 000 € sur des deals qu'on juge être pas incroyables. Et puis une autre partie du marché, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est tout à fait possible de rentrer dans des clubs aujourd'hui qui ont des bons dossiers. Blast n'est pas du tout le seul à apporter des bons dossiers. Il existe d'autres clubs ou d'autres plateformes qui permettent d'accéder à des bons dossiers. Cependant, le ticket minimum, il est plutôt autour de 30, 40, 50 000 € par deal pour pouvoir y accéder. Et c'est en ce sens que Blast est très innovant. C'est-à-dire qu'on va apporter la qualité des dossiers, ou en tout cas la complexité d'accès à des dossiers très exclusifs d'un fonds d'investissement Tier 1, qu'on va coupler à un ticket minimum de 1 000 € qui fait le positionnement unique de Blast. Et c'est en ça qu'on est très différent, mais c'est pour ça que je dis qu'en soi, on n'a rien inventé. Ce qu'on a inventé, c'est l'accessibilité à des dossiers incroyables pour monsieur tout le monde. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas avant Blast, pour une simple et bonne raison, c'est que Anthony est le seul
à avoir accepté de partager son gâteau. Et c'est ce qu'il dénonce. C'est que les privilégiés qui ont accès à ce gâteau-là, ils ne le partagent qu'avec les privilégiés aussi. Et c'est ça qu'il a refusé, c'est ça qu'il dénonce, et c'est le premier privilégié aujourd'hui. Il a acquis ce privilège, parce qu'il vient de très loin, Anthony. Je ne vais pas refaire toute son histoire, je pense que ceux qui nous écoutent la connaissent. Mais il a acquis ce privilège et il le partage. Et c'est le seul à le faire. Donc complètement, je pense que c'est à la fois un argument qui attire et qui est solide pour comprendre le modèle et en quoi Blast est différent. C'est aussi, je dirais, quand même, peut-être là où est la faiblesse, enfin potentielle, dans le sens où beaucoup de choses reposent sur Anthony et le réseau, que vous êtes en train de petit à petit tisser la maille vers d'autres sponsors, des gens aussi avec du réseau qui peuvent aussi apporter des deals. Mais c'est quand même une grosse partie d'Anthony, sur les épaules d'Anthony. Et donc, après, je pense que c'est un acte, une décision de on croit, on n'y croit pas et on y va. Mais le business model de la boîte est encore, en grande partie, repose encore beaucoup sur ça, qui est très réputationnel, qui peut, Pour quelqu'un qui voudrait investir dans Blast, j'entends tout à fait ton point, et on peut l'adresser, je ne sais pas si c'est l'objet ici. Pour quelqu'un qui souhaiterait adhérer au club, rejoindre le club, et investir dans nos startups, c'est presque un non-sujet, dans le sens où de toute façon, il n'adhère que pour 1 an. Et une fois qu'il a investi dans une startup, qu'Anthony soit à la face du club ou pas, la performance de la startup variera peu. Donc en fait, nous, on ne dit pas à quelqu'un, si tu rejoins le club, c'est pour 10 ans, tu dois payer, indépendamment qu'il y ait Anthony ou pas. Donc il nous rejoint pour 1 an. Si au bout d'1 an, Anthony, il est moins sexy qu'hier, il veut partir, il est libre. Donc business-wise, je comprends ton point. Pour un point de vue adhérent, je trouve que c'est un non-sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, on pourra parler, si tu le souhaites, de comment rejoindre le club, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Ben, je veux bien, ouais. Allons-y. Ok. Mais je le disais au début, mais en gros, la complexité, enfin la particularité de Blast, c'est qu'on ne veut apporter que des bons deals, des deals exclusifs en early stage, mais que contrairement à d'autres plateformes qui ont un besoin de faire du volume pour avoir un modèle économique qui est rentable, nous, on ne peut pas faire du volume, parce que sinon, on sait qu'on va dégrader la qualité des dossiers. Donc aujourd'hui, on a uniquement 3500 membres qui sont dans le club, et on a à peu près 30 000 personnes sur la liste d'attente qui souhaitent rejoindre le club. Pour les raisons que je viens de citer, on ne peut pas faire rentrer tout le monde. Et donc, on a un process avec un comité de sélection qui permet de faire rentrer des membres. Donc, on a un formulaire d'adhésion sur le site où on pose tout un tas de questions sur les raisons qui font que la personne veut rejoindre le club, son niveau d'épargne, les tickets qu'il a envie de mettre, est-ce qu'il est prêt à s'engager dans le club, est-ce qu'il pourrait nous aider sur l'analyse de certaines startups en fonction du secteur dans lequel il est qu'il connaît quelqu'un au sein du club, et tout un tas d'autres questions. Une fois qu'il a rempli ce formulaire, on a une équipe en interne de relations investisseurs qui se charge de bien s'assurer que le dossier est complet et qui décide en fonction de certains des critères que je viens de citer de le passer en comité de sélection. Et nous, on a un comité de sélection tous les mois où il y a Anthony, moi-même et 2 C-level de la team, où on va décider qui rentre dans le club. Et on fait rentrer au compte-gouttes quelques dizaines de membres tous les mois qui peuvent nous rejoindre. C'est comme ça aujourd'hui qu'on est seulement 3500 avec une liste d'attente qui est assez longue. C'est des abonnements 1 an, c'est ça? Donc, 1 an, ouais. Donc le taux de rotation, vous le saurez en fin d'année Exactement, c'est ça. Taux de rotation, on le saura en fin d'année. Combien décident de réadhérer et combien ne réadhèrent pas. Sachant que quand on ne réadhère pas, ce qu'on perd, c'est l'accès au marché primaire. Donc on ne peut plus investir dans les nouvelles startups. Cependant, évidemment, on conserve ces titres de participation dans les startups dans lesquelles on a investi et on conserve l'accès à tous les reportings des startups sur lesquelles on a investi. Ouais, ceux sur lesquels on est vraiment actif, le reste, on l'a plus, quoi. Ouais. On a les infos que des boîtes dans lesquelles on est investisseur. Le secondaire, tu le donneras quand ça sera ouvert en priorité à la liste d'attente, 30 000 membres, ou ça sera vraiment open à... Le but du secondaire, la vision, c'est apporter de la liquidité. Donc plus on est de fous, plus on va s'amuser. Il faut du monde sur ce marché. Il y aura des conditions financières qui seront naturellement avantageuses pour les membres. Cependant, le but, c'est vraiment d'apporter de la liquidité. Donc il n'y aura pas de limite de tickets, pas de limite de nombre, pas de limite de montant. Le but, c'est vraiment que ça tourne, qu'il y ait de la liquidité dans ce marché qui est juste trop peu liquide aujourd'hui. Ça marche. Ouais, et peut-être ouvrir, pour terminer un petit peu, juste sur le marché, ce marché-là, ce type de produit, et sur le marché du private equity en France.
Alors, déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de produits accessibles, d'investissement accessibles à tous. Alors, du crowdfunding immobilier, ça a explosé. Maintenant, ça va plutôt exploser dans l'autre sens, probablement, parce qu'il y a eu des collectes juste incroyables. Les gens se sont accoutumés à avoir du 10% de rendement sur des trucs dont ils ne maîtrisent pas le risque. Il y a de plus en plus d'accès. Est-ce que pour toi, c'est lié à des considérations plus techniques ou réglementaires qui ont rendu ce produit-là facilement, le fractionner, des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a des trucs plus fondamentalement dans l'esprit des épargnants qui sont plus intéressés par ce genre de choses, les épargnants plus jeunes, etc. Comment tu vois le marché évoluer? La tendance, je pense qu'elle nous provient de la mode des entrepreneurs. Je pense que ça fait bien 7-8 ans maintenant que c'est cool d'être entrepreneur et que malgré qu'il y ait seulement 1% des entrepreneurs, je pense, qui vivent correctement, je parle financièrement. En tant qu'entrepreneur, on se nourrit de la fame, on va dire, et de ce que veut bien nous rendre la société en tant qu'entrepreneur, parce que c'est cool et c'est sympa d'être entrepreneur et ça rend fier. Donc il y a quand même ce truc de fond où on a tous très envie d'être entrepreneur ou de soutenir des entrepreneurs. C'est la vague, à mon sens, de fond. Il y a LinkedIn qui participe beaucoup à ça, maintenant TikTok aussi. Qui veut être mon associé maintenant encore plus depuis 4 ans. Et puis ensuite, tout ça s'est transmis, je trouve, de j'aimerais être entrepreneur à je veux accompagner des entrepreneurs, je veux moi-même être investisseur, avec certaines plateformes qui ont émergé. Le tout premier qui était Kickstarter, sur un modèle éco très différent, où là on précommandait des produits, mais c'était une manière d'aider des startups. Puis ça a changé vers le crowd equity au fur et à mesure. Et puis derrière, on a une vague de fonds qui est poussée par le gouvernement, qui a la volonté de voir, je crois que c'est Emmanuel Macron, lors du dernier Vivatech, qui a dit qu'il voulait 40 licornes d'ici 2030, je crois. Et il y a Paul Midi, qui est un député, ancien DG de Frishti d'ailleurs, qui a justement poussé pour mettre en place tout un tas d'incitations fiscales pour l'épargnant à investir en start-up qui permettrait à la France de briller sur un point de vue mondial avec un nombre de licornes très important. Et donc pour ça, le gouvernement met en place des incitations fiscales. Donc typiquement aujourd'hui, il y a la loi Madelin qui permet de récupérer 25%, enfin de déduire 25% de son montant investi en start-up de ses impôts. Donc j'investis 10 000 euros en start-up, à la fin de l'année, je peux déduire 2005 de mes impôts. Là, sur 2024 et 2025, il y a 2 nouveaux statuts qui sont mis en place, JEI et JEIC, des jeunes entreprises innovantes, qui, avec un certain minimum de R&D, peuvent permettre là d'atteindre jusqu'à 30 voire 50% de réduction d'impôts sur les montants investis par l'épargnant. Donc le gouvernement aide et pousse vraiment pour que la France brille par ses startups à travers le monde. Et ça, l'épargnant a son rôle à jouer dans un moment en plus où les professionnels sont un petit peu à sec, parce qu'avec tout ce qui se passe économiquement, aujourd'hui, les pros dépensent pas trop. Donc il faut bien que quelqu'un prenne leur lait. Et c'est là où l'État compte sur nous, les particuliers. Il y a un sacré vivier de cash en France. Ouais, que ce soit les fonds, là, ce qu'on appelle dry powder, qui n'osent pas trop tirer pour l'instant parce qu'ils ont quand même pris la foudre sur les dernières années. Et puis il y a l'épargnant, effectivement, qui a une épargne qui est énorme, qui est vraiment énorme. Je crois que nous, le marché des CGP qu'on a envie d'adresser, parce qu'ils rencontrent le même problème que l'épargnant, si je fais un petit parallèle. Le CGP, conseiller en gestion de patrimoine, ne peut investir dans du private equity et dans des startups early stage que de 2 manières. Soit il va donner 300 000 au beau fonds d'investissement, soit sinon il va donner 10 000 au petit fonds de région à côté qui n'a pas des bons dossiers, qui sert à défiscaliser. Au milieu, il n'a pas le choix. Donc nous, on a envie d'adresser ce marché aussi à court terme en créant un fonds et en leur permettant de rentrer à partir de 10 ou 20 000 euros. Et ces gens-là, ils sont quand même plus de 5 000 en France, et à eux tout seuls, ils gèrent 150 milliards d'euros. Donc il y a encore beaucoup d'argent qui est, j'ai envie de dire, géré, mais c'est presque même pas le terme approprié, qu'on confie à des gens qui décident de le mettre sur une assurance vie. En fait, on peut faire beaucoup mieux que ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, la digitalisation et les agréments qui sont donnés permettent d'ouvrir un petit peu les yeux des gens en disant il n'y a pas que de l'assurance vie, il n'y a pas que de la SCPI. Ouvre les yeux par toi-même. Voilà. Et tu vas voir, il y a des super produits accessibles intellectuellement un peu partout. Tu l'as dit, assez risqué quand même sur private equity, en tout cas, si on compare. Très risqué. Très risqué. C'est la classe d'actifs la plus risquée. Ouais. Et quand tu parles via les CGP, ça serait juste canal de distribution, conseil, pas
Ça serait pas du club deal. Ce serait on crée un fonds d'investissement dédié, agnostique, pareil, et qui ne va collecter de l'argent qu'auprès des CGP, à qui eux aussi on ne propose que soit des fonds de défisque pas super sexy, soit du top fonds, mais avec un ticket mine à 200-300 000. Voilà. Mais pas pour le biais de leurs clients à eux, ça serait fonds propres CGP, quoi. Non, pour le biais de leurs clients à eux. Et est-ce qu'il y aurait sous quel canal en fait ça se ferait Dans un fonds d'investissement. Ah, dans un fonds. Okay. On créera un fonds dédié. Il y a Blast qui opère aujourd'hui en club deal, donc c'est du ligne à ligne. On propose des dossiers, chacun est libre d'investir ou pas, avec ce système d'adhésion et de membres. Et demain, Blast va créer un fonds d'investissement dans lesquels les CGP pourront investir, en tout cas l'argent de leurs clients. En tout cas, leurs clients pourront investir dans le fonds à travers des CGP. Ça marche. Mais comme on l'a dit au tout début, on ne grossit pas trop vite, parce que l'idée, c'est une croissance, c'est pareil pour les fondateurs d'ailleurs. Il faut regarder de ne pas aller trop vite, donc j'imagine que c'est étape par étape que vous allez grossir comme ça. Mais ouais, il y a du potentiel, quoi. Si on regarde marché, c'est porteur. Oui, c'est porteur. Après, pour l'histoire du étape par étape, la chance qu'on a, et j'entendais Anthony dire qu'on était dans l'âge d'or, et il n'a pas tort. Moi, j'ai 36 ans, c'est ma 4e boîte. Anthony, il a 35 ans, je crois que c'est sa 4e ou 5e boîte aussi. Donc en fait, à nous deux, on a fait une dizaine de boîtes et probablement des centaines de conneries. Et donc en fait moi j'aime bien faire des erreurs parce que bien souvent j'apprends de mes erreurs et je sais que c'est une erreur que je ne referai pas demain, et donc on a cette capacité à deux d'aller très vite et d'exécuter bien parce qu'on a déjà fait beaucoup d'erreurs par le passé, donc je ne suis pas trop inquiet sur notre capacité à aller vite sans faire de grosses erreurs, parce qu'évidemment qu'on fait des erreurs, le sujet c'est de ne pas en faire des grosses, donc au fond, on va le faire vite, mais on va le faire très bien. Ça marche. Y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore parlé ou que tu aimerais ajouter pour un mot de la fin Écoute, non, je crois qu'on a bien balayé. Franchement, je te remercie pour l'invitation. C'était, j'espère, clair pour ceux qui nous ont écoutés. Et puis, si vous voulez vous documenter ou nous rejoindre d'une manière ou d'une autre, il faut aller sur blast.club. Voilà. Assez simple, épuré, il n'y a pas de questions, place.club et on a toutes les infos là-bas. C'est cool, Samuel, merci beaucoup pour ton temps. Et merci à toi pour l'invitation. Et puis à très bientôt. À bientôt, bonne journée à tous. Salut. Bye. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.